Ils ont été déployés à des milliers de kilomètres de chez eux, parfois au péril de leur vie. Raconte-moi une OPEX leur donne la parole. C'est très très important. Pourquoi ? C'est comme quelqu'un qui joue au foot, il s'entraîne et il fait jamais de match. Et ben nous les militaires, on s'entraîne et on part pour un OPEX. Moi les OPEX, c'est d'ailleurs comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui m'a fait prendre la décision de rester dans l'institution. Parce que c'est là le cœur du métier, c'est les OPEX. Dans cette nouvelle série de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, de grands témoins d'opérations extérieures répondent aux questions de jeunes lycéens et collégiens. Qui sont-ils ? A-t-on peur quand on part en mission ? Comment se passe le retour ? Et quel est le rôle de l'ONAC-VG dans la reconnaissance de leur engagement ? Autant de questions auxquelles ils répondent avec sincérité, émotion parfois, qui permettent de raconter les histoires d'hier pour sensibiliser les générations de demain. Du désert du Sahel aux montagnes afghanes, de la jungle africaine aux vallées des Balkans, ils ont tous à cœur de nous transmettre leur vécu des OPEX sur lesquels ils ont été déployés. Un moment d'intimité où ils se livrent sans phare et qu'ils souhaitent partager au plus grand nombre. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi une OPEX, le podcast de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous sommes à Douai, dans le nord de la France, et plus précisément au collège André Canivet, avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors Cécilia, t'es collégienne en 3e, c'est ça ? Oui. Dans une classe particulière, la défense, ça t'intéresse ? C'est comment ? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus ? Ça m'intéressait de changer un peu déjà de la chorale aussi. Et ça m'intéressait les soldats, l'histoire, j'aime bien. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que on a Mathieu qui va pouvoir répondre à toutes tes questions et je sais que tu en as beaucoup. On va être en 4 phases et notamment, on va attaquer tout de suite avec la phase sur l'engagement. Alors, Cécilia, je te laisse avec Mathieu. À quel âge vous êtes engagé et pourquoi ? Alors moi, j'étais en lycée sport-études, je faisais du sport-études judo. Et juste après mon bac, j'étais en terminale ES, j'ai décidé de trouver un travail où il y avait du sport. Et après renseignement, en discutant avec des collègues, ils m'ont dit pourquoi pas l'armée ? Je dis oui, pourquoi pas. Et donc partant de là, je me suis engagé, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir m'engager et je me suis engagé en 2006 à l'âge de 19 ans. Je suis arrivé au 68e régiment d'artillerie d'Afrique à la Valbonne, à Lyon. Donc étant natif du Nord, je suis parti tout à l'opposé à Lyon. Il n'y avait personne de votre famille qui faisait l'armée avant vous ? Personne à part mon grand-père qui était bien sûr qui a fait la guerre d'Algérie. Sinon, aucun membre de ma famille était militaire. Je ne connaissais rien à l'armée avant de rentrer dans l'institution. J'ai découvert avec le temps. Ça consiste en quoi être artilleur ? L'artillerie, c'est une arme de mêlée, une arme d'appui. On est là en mesure de délivrer les feux pour la sauvegarde de nos camarades au combat à l'avant. Alors, je précise en fait délivrer les feux, donc c'est avec des canons, hein, l'artillerie, c'est ça. Alors il y a plusieurs types de canons, c'est ça ? C'est une arme, c'est l'arme lourde, tout ce qui est au-dessus de canon de 20. Donc ça peut monter, il y a du 120 mm, du 155 mm, donc c'est tout ce qui est, on dit, obusier. Donc ça va assez loin. Avec le César, le camion équipé d'un système d'artillerie, atteindre une cible à 42 km. Ça vous a plu tout de suite la vie militaire ou... Alors moi j'étais en internat, donc je connaissais déjà la vie en collectivité. Arrivé en régiment, pendant nos classes, on vivait tous ensemble, on était entre copains. C'est ce qui m'a plu, c'est la cohésion, on était tous ensemble. Les frères d'armes, on n'est pas tout de suite frères d'armes parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, mais on nous le fait vite comprendre. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous êtes arrivé dans une caserne ? La propreté. La propreté, c'est vous passez la barrière, il n'y a rien qui traîne. Tout est droit, les arbres sont taillés, les trottoirs sont propres, pas un mégot par terre. Les gens marchent en rang. On dirait que la femme de ménage vient de passer. Aujourd'hui, c'est quoi votre travail ? Aujourd'hui, je suis chef de la cellule OPEX au CRRFR, Corps de Réaction Rapide France. Et basé à Lille, à la Citadelle. Je projette les gens en mission extérieure. C'est assez vaste, on peut aller de la Corée du Sud à la Moldavie,
en passant par des pays d'Afrique. On projette tout ce qui est français, parce qu'on a des alliés au CRFR, on a des Belges, des Anglais, des Allemands. Mais moi, je fais juste la projection pour les personnels français. Alors, juste une petite précision. Vous avez commencé au 68e régiment d'artillerie d'Afrique, c'est ça, la Oui. Valbonne, mais vous n'avez pas été directement au CRRFR. Hein. Il y a eu d'autres affectations entre-temps. En étant militaire, sous-officier, de plus, on est lié à la mobilité. Donc, j'ai commencé au 68e régiment d'artillerie d'Afrique, comme je disais tout à l'heure. Je suis ensuite allé au 40e régiment d'artillerie, où là, j'ai fait 11 ans. Et je suis arrivé à l'issue de ma blessure au CRFR. Bon, ça, on va en parler un tout petit peu plus tard. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, et ce qui est l'intitulé de ce podcast, c'est la partie OPEX, parce que je crois, Mathieu, il y en a eu quand même quelques-unes. Je te relaisse la parole, Cécilia. Vous pouvez nous parler de votre première opération extérieure? C'était où? Vous pensiez à quoi quand vous êtes parti? Comment a réagi votre entourage? Ma première OPEX, c'est le Liban, donc j'étais content d'être dessus parce que tout le monde ne va pas en OPEX. Il y a une sélection qui est faite en interne, hein, où on part avec sa section. Moi, je suis parti en tant que pointeur sur AUF1. AUF1, c'est automoteur modèle F1. C'est un char qui projette des obus de 155 mm. On peut atteindre une distance de 39 km. Enfin, ça reste technique. À quoi je pensais à ce moment-là? J'étais content. J'allais prendre l'avion pour la première fois. J'avais jamais pris l'avion avant de partir en OPEX. Une crainte, non, pas de crainte. Ma famille avait plus de crainte que moi. Moi, je partais avec mes collègues. C'est toujours plus facile pour nous qui partions que la famille qui reste, parce que nous, on voit pas le temps passer. On est avec nos amis là-bas. La préparation, je me suis rendu compte que là, on partait pas en vacances lorsqu'on a commencé la préparation. On intensifie. On sent un peu de stress qui monte, surtout que c'était les premiers mandats. Donc, un peu d'appréhension, on découvre une autre armée, le fait d'être l'un sur l'autre tout le temps avec nos chefs, ce qui n'est pas forcément le cas en régiment, où on vit entre soldats et nos chefs ne sont pas là avec nous le soir. Donc, une cohésion, le fait d'être toujours ensemble en mission, ça force la cohésion. Ouais, j'étais content, vraiment content de pouvoir partir en OPEX. C'était en quelle année? Tu avais quel âge? Et je suis parti là-bas en 2007, j'avais 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans. Donc, tout jeune militaire. Tout jeune, j'étais encore artilleur d'Afrique. C'est juste avant de passer première classe. J'étais pas encore première classe, j'étais artilleur d'Afrique. Donc autant dire que j'étais le plus jeune. Je faisais partie des plus jeunes là-bas sur place. Comment vous vous préparez pour partir en mission? Il y a deux phases. La phase, la préparation physique et la préparation mentale. La préparation mentale, c'est plus de rentrer dans le fait de se dire qu'on va partir en mission. Et la préparation physique, c'est quasi au quotidien à l'armée parce qu'on s'entraîne tout le temps. C'est un peu comme un joueur de foot qui s'entraîne et qui fait son match. L'OPEX, c'est le match. Donc, on n'intensifie pas plus que ça la préparation physique. Mais on vient sur des présentations du théâtre. Par exemple, pour le Liban, là-bas, on nous explique toutes les différentes religions qu'il y a là-bas. On nous explique la population. On décrypte un peu tout le pays sur lequel on va aller. On essaye de prendre le plus d'informations possible. On fait des informations en amphithéâtre où on est réunis et des spécialistes viennent et nous expliquent le conflit au Liban. Même si le conflit au Liban est très compliqué à comprendre à l'âge de 19 ans parce que même encore maintenant, il y a des choses qui restent assez... je ne sais pas comment... De toute façon, ça reste compliqué, effectivement. Voilà. Tu me parlais de préparation mentale. Ça veut dire quoi, une préparation mentale? On se prépare à ne pas voir sa famille pendant 4 mois. On se prépare à ne pas pouvoir beaucoup donner de nouvelles. C'était une ouverture de mandat, donc il n'y avait pas encore les moyens de communication comme maintenant sur les opérations où avec Internet, les visios, il n'y avait pas tout ça, c'était beaucoup de téléphones. On se prépare à voir des choses, on s'imagine à voir des choses, donc on essaye de se forger une carapace. Pour la famille, on n'en parle pas trop parce qu'on ne veut pas plus que ça les inquiéter. Déjà, ils s'inquiètent à ce qu'ils voient à la télé, donc on n'en parle pas trop avec la famille. On est vraiment excité à l'idée de partir. Moi, je me souviens, mon premier départ... c'est celui qui m'a donné l'envie de continuer d'ailleurs par la suite dans l'institution. Mais ouais, c'est préparation mentale, c'est le fait de se mettre dedans petit à petit, de se dire qu'on va être dans une zone de conflit et de prendre en compte le code du soldat, quoi, de voir la réalité des choses et de se dire que fini l'entraînement, peut-être maintenant on va passer à quelque chose de réel.
Donc c'est à ça qu'on se prépare, quoi. C'est plus à la réalité des choses. Et on prend sur l'engagement, on se dit, voilà, bon, maintenant j'y suis, j'ai voulu aller à l'armée pour voir du pays. Voilà, ça y est, c'est parti, quoi. Et on se renseigne auprès des anciens qui, eux, ont déjà fait le Kosovo ou d'autres théâtres comme ça. Donc on va aux informations. C'est important d'aller prendre les informations auprès des anciens parce qu'ils nous donnent plein de petits conseils pour apprendre dans nos sacs, par exemple. Des trucs bêtes qu'ils pensent, mais... Là-bas, par exemple, le gel douche, fallait les prendre avant de partir, quoi. Parce qu'il n'y a pas de gel douche là-bas, il faut arriver sur place. Toutes les petites astuces qui vont nous aider au quotidien. Vous avez participé à plusieurs opérations. Quels sont les moments forts que vous avez vécus? Les moments forts comment? Les moments forts... Alors déjà, il y avait quelles opérations moi, auxquelles tu as participé? j'ai fait le Liban 2 fois, j'ai fait Djibouti, j'ai fait Mayotte, j'ai fait la Centrafrique, j'ai fait le Mali. J'ai eu la chance de pas mal bouger. L'artillerie est une arme qui, ces dernières années, a pas mal bougé. Donc, oui, j'ai pas mal bougé. Bon, de toute façon, c'est important pour le militaire de partir en opération extérieure, c'est un peu le but. Les opérations qui m'ont le plus marqué, ça dépend dans quel domaine. Si c'est dans le domaine du combat en lui-même ou de la camaraderie. Au niveau de la camaraderie, on se soude. J'ai eu la chance de partir plusieurs fois avec les mêmes personnes, donc on se connaissait par cœur. C'était assez marrant d'ailleurs. J'ai même l'impression de les connaître plus que ma femme ou ma propre famille. On voit le vrai visage des personnes une fois en opération avec le stress. On voit leur manière d'être vraiment loin de leur famille. Ça joue énormément. On dit qu'un soldat, il est fort. Il n'y a pas que le soldat au combat. Il y a beaucoup le soldat dans sa manière d'être présent sur le théâtre, de ne pas faire d'histoire. Les trucs futiles sur lesquels on pouvait se disputer, là-bas, on n'a pas de temps à perdre avec ça. L'opération, on n'est pas là pour faire des histoires pour rien. Donc, je dirais, il faut vraiment avoir une cohésion forte. C'est pour ça on se dit qu'on est frères d'armes. Les faits marquants... J'ai des faits qui sont marquants en opération extérieure. Je ne sais pas si c'est peut-être le lieu pour les dire ou pas. On avait un petit gamin, par exemple. Je vais te donner un exemple. En Centrafrique, on était en Centrafrique. Je suis parti en 2014. Je ne sais pas si tu as entendu parler des conflits entre Anti-Balaka et Seleka. Non, on a été déployés là-bas sous François Hollande. On est parti en 2014 là-bas. J'ai fait l'ouverture de théâtre. Anti-Balaka, c'est des gens qui étaient avec des machettes et les Seleka, c'était des gens qui descendaient du Tchad, en fait. C'était un peu un coup d'État en Centrafrique. On était là-bas. Moi, je suis parti à Decoa. Je suis arrivé là-bas en tant qu'artilleur. Donc, sauf qu'une fois arrivé en place sur le théâtre, j'étais en section d'appui mortier. Donc, on était détaché avec le 2e REI. Et on était la SAM du 2e REI, régiment étranger. Pour préciser, donc un régiment d'infanterie. Et quand il y a une compagnie d'infanterie comme ça qui est déployée, il y a des appuis. Ce qu'on appelle des appuis, donc des artilleurs, des voilà, on appelle ça une SAM, une section d'appui mortier. Donc ça, c'est des canons de 120 mm qui sont tractés derrière un véhicule et où on est avec eux devant pour les aider. Alors, une fois arrivé là-bas, on a laissé les mortiers et je me suis retrouvé chef de groupe 00. Et je suis parti à Decoa. Il nous a dit, faites un sac de 15 jours, on rentrera dans 15 jours. Et alors, il faut savoir que quand on part en OPEX, on a on appelle ça des cantines. Dedans, on met tout du matériel pour vivre pendant 4 mois. Donc là, en l'occurrence, on avait pris gel douche, tous ces produits qu'on ne peut pas là-bas trouver une fois sur place. Je suis rentré chez moi, j'ai récupéré ma cantine comme quand elle est arrivée. Je suis allé à Decoa, j'ai fait 15 jours. Au bout de 15 jours, on nous a dit, vous restez là pendant 4 mois. J'ai fait 4 mois avec un sac à dos, 3 slips, 2 t-shirts. Voilà, ça, c'est s'adapter. C'était plutôt ça nous a marqué parce que ça marque une vie de se dire, bon... On nous le dit toujours, hein, mais après on dit on va avoir quelque chose derrière. Et en fait, là, on n'a rien eu. On est resté 15 jours avec cette musette. C'est la fameuse rusticité, c'est ça? C'est ça, la rusticité. Et après, les faits marquants, je vais en venir parce que c'est ça là-dessus que je voulais amener. Il y avait un petit gamin qui était avec nous. Donc, il faut savoir que là-bas, à Decoa, en Centrafrique, il y a un axe, un grand axe. Et Decoa, c'était un peu la frontière entre Seleka et Anti-Balaka. Et nous, on devait faire la surveillance dans un marché. C'était une zone qui était encore en jaune à cette époque. Donc, on caractérise les zones de danger jaune, rouge et noir. Et c'est des couleurs pour dire si le danger il est réel, imminent. Enfin, c'est des codes à nous. Et nous, on partait et c'était le code le plus tranquille. Donc, tout le monde se disait, bon, ça, il ne va rien se passer. C'est rien. On est juste là pour de la surveillance.
Et on nous dit, si vous voyez là-bas, ceux qui parlent le mieux le français sont les petits enfants parce qu'ils vont à l'école et autres parlent des dialectes. Donc si vous avez des enfants, prenez un enfant avec vous, il vous fera un peu de rance parce qu'ils arrivent à se glisser partout. Donc on trouve un petit enfant, un petit avec nous et on discute. Mais on l'amène à discuter pour avoir du rance. On savait qu'il allait chez les Séléka et qu'il prenait un peu de rance. Ce petit garçon, on l'a gardé, on l'a nourri, on y a donné des rasquettes. Des rasquettes, c'est des rations de combat. On appelle ça rasquettes dans notre jargon à nous. On l'a nourri, on lui donnait des sardines. Il faut savoir que là-bas, la sardine, c'est comme le foie gras par ici. C'est le luxe. Et on l'a gardé pendant 3 mois. Mais le 3e mois, on l'a récupéré. Il y a une phase de tic. Enfin, il y a eu plusieurs phases de tic, mais il y a une phase de tic sur lesquelles... Le tic, c'est des tirs. Hein, ouais, voilà, c'est des phases de combat. On a récupéré le petit gamin là-bas de l'autre côté. Et en fait, nous, on lui prenait du rance, mais lui, il venait aussi en chercher. On en était conscient. Et on l'a récupéré, ce petit gamin, sans vie, quoi. Donc là, ça marque parce que c'est des choses où on est confronté. On se dit, merde, est-ce que c'est de notre faute parce qu'ils l'ont vu avec nous? Est-ce que non, tout compte fait, il était avec eux? Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont marquantes. Donc voilà, les OPEX, pour en revenir à la question, il y a des choses qui sont marquantes, qui sont joyeuses, et il y en a des moments qui sont plus difficiles que ça. Oui, c'est une alternance, voilà, de toute façon, entre des moments difficiles et des moments qui sont très... Voilà, donc cette question, elle est assez vaste, parce que je pourrais en parler des heures, des anecdotes, j'en ai d'autres, hein, mais lesquelles? Juste une question, je vais rebondir. Tu parlais beaucoup de la fraternité, c'est quelque chose d'important en OPEX? Oui. Pourquoi? Ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de fraternité entre nous. On est obligé, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui au sein de notre institution, c'est qu'on est tous des frères d'armes et qu'on va tous dans le même sens. On ne peut pas aller en terre hostile et ne pas aller dans le même sens. Ça ne pourrait pas fonctionner. Est-ce qu'on a peur en OPEX? Un militaire va jamais dire qu'il a peur. Mais la peur, elle existe. Ce serait mentir. Mais on s'en rend pas compte. On se le cache. Tu vois, t'es un peu comme toi avec tous tes collègues là à l'école. Vous êtes là, vous dites pas vos faiblesses. Le militaire, il est pareil. Il va jamais dire ses faiblesses. Mais l'être humain, il a toujours des faiblesses. La peur, elle en fait partie. Mais il faut que la peur, elle soit positive. Faut pas que la peur, elle te tétanise. C'est important pour un militaire de partir en opération, et pourquoi? C'est très très important. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui joue au foot, il s'entraîne et il fait jamais de match. Et nous les militaires, on s'entraîne et on part pour un OPEX. Moi les OPEX, c'est d'ailleurs comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui m'a fait prendre la décision de rester dans l'institution. Parce que c'est là le cœur du métier, c'est les OPEX. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail et parler justement de la suite de ces OPEX. Toi, de ce qui t'est arrivé, Mathieu, puisque tu es blessé suite à une opération extérieure. Et donc, je vais laisser Cécilia, qui a certainement des questions là-dessus. Aujourd'hui, vous avez parlé d'une blessure post-traumatique. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? C'est le cerveau qui a claqué. C'est-à-dire qu'en fait, dû à des événements qui se sont passés, des petites choses comme tout à l'heure, je racontais les anecdotes. Il y en a eu plusieurs. On accumule. Et comme un peu tout à l'heure, je disais aussi, on ne va pas montrer ses faiblesses. Donc, on ne dit rien à personne. On voit des choses, on les garde. Et le stress post-traumatique, c'est des faits que j'ai réalisés ou qu'on a réalisés ensemble avec les gars et qui ont été marquants, qui m'ont choqué, où je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et je pensais que c'était normal par rapport à mon boulot. Et donc, du coup, post-traumatique, c'est après avoir vécu un événement traumatique. Voilà. Comment se passe la prise en charge des blessés post-traumatiques? Bien. Moi, je vais dire bien parce que grâce à la prise en charge, je suis là devant toi aujourd'hui. Après, il faut le vouloir. Je pense que notre institution met tout en place pour qu'on soit bien pris en charge. Les moyens sont là, mais il faut juste que le patient ait envie d'être pris en charge. Dans la blessure du choc post-traumatique, beaucoup de personnes ne savent même pas qu'ils sont blessés. Pourquoi? Je prends mon cas personnel. Moi, ça m'a été détecté par rapport à la Centrafrique. Or, j'ai été dans les soins qu'en 2018. Donc, il faut savoir qu'après la Centrafrique, j'ai encore fait d'autres OPEX où je suis parti au Mali. Et en fait, je ne m'en rendais pas compte. Donc, pour moi,
comment aller demander de l'aide si je ne sais pas que je suis blessé? C'est là la difficulté. En une année, j'ai craqué. Je pense que mon cerveau pouvait plus emmagasiner tout ça. Moi qui buvais pas, j'ai commencé à boire pour dormir. Moi qui n'étais pas agressif, j'ai commencé à devenir agressif avec mes supérieurs. Moi qui aime mon institution et qui aime la hiérarchie, je commençais à ne plus la respecter. Et là, j'ai eu un chef, un vrai chef, un colonel à Italie, pour ne pas le citer, qui m'a dit « Va dans les soins, tu vas tout foutre en l'air ». C'est là que je me suis rendu compte. Alors, pour la petite anecdote, je suis arrivé à Percy, c'est l'hôpital militaire qui nous prend en soin. Je ne voulais pas être pris en compte dans le civil. Alors, c'est bête, mais je voulais être pris en compte dans un hôpital militaire. Donc, je suis parti à Percy. Une fois arrivé là-bas, j'avais toujours pas conscience que j'étais blessé, mais comme mon chef m'avait dit « vas-y », j'y suis allé. Et quand je suis arrivé là-bas, la première question, j'ai dit « est-ce que j'ai ma place ici ?» Le médecin, il a levé les yeux, il a dit « oh, oui, plus que votre place ». C'est là, à ce moment-là, que je me suis rendu compte que j'étais... Et après, j'ai appelé ma famille, j'ai appelé ma femme, et elle m'a dit « qu'est-ce que je suis content que tu sois à l'hôpital ». Et là, j'ai compris qu'en fait, oui, rien n'allait, quoi. Mais on s'en rend pas compte. La blessure du choc post-traumatique, c'est une des blessures les plus compliquées à comprendre. Pourquoi ? Parce que c'est pas une blessure physique. Donc du coup, ça peut aller aujourd'hui, ça ne peut ne pas aller demain. Et ça, suivant un événement, quelque chose qui se passe, qui va faire remonter des choses. Une émission de télévision, des attentats. C'est très compliqué quand il y a des phases d'attentats pour nous. Enfin, pour moi, personnellement, lorsque je vois des attentats, ça me fait rappeler certaines choses. J'évite maintenant de regarder des reportages de guerre. J'évite de regarder des films où ça pourrait venir faire rappeler plein de souvenirs. J'ai pas cette phase du 14 juillet où il y a des gens au 14 juillet qui sont comme moi, où ils peuvent pas écouter un feu d'artifice. Moi, je ne l'ai pas. Vous voyez, le choc post-trau, c'est vraiment propre à chacun. Et donc, du coup, c'est une blessure qui est très compliquée pour les soignants. Parce que chaque individu qui va venir en face d'eux et qui va leur raconter, tout le monde a des symptômes différents. Moi, j'ai eu, par exemple, des trous noirs. Je conduisais et tellement je pensais à plein de choses, je suis rentré dans la voiture en face de moi. Et à ce moment-là, j'étais incapable de dire comment j'avais eu accident. Des phases avec les gens, en réunion. J'étais avec plein de monde autour de moi, repas de famille. Et hop, d'un coup, j'écoute plus personne. Et après, je reviens. Je ne m'en rendais pas compte des phases d'absence. Ça, c'était ma plus grosse... Enfin, c'était vraiment embêtant, quoi. Comment les armées s'occupent des blessés post-traumatiques ? Il y a des stages, les blessés peuvent se retrouver entre eux ? Je vais juste... Pardon, je vais rajouter un petit peu par rapport à cette question, parce que tu nous as déjà un petit peu expliqué de la prise en charge, et notamment le fait d'être allé à Percy. La prise en charge, elle se fait dès le retour des OPEX, ou au moment où tu prends conscience de ta blessure, et il n'y a qu'une phase d'hôpital, ou il y a d'autres phases, en fait, par lesquelles tu vas passer. Ah ouais, non, c'est plus compliqué, enfin, c'est plus long que ça. Quand on rentre d'OPEX, on passe par un SAS. Il y a des SAS de 3 jours qui sont mis en place. Par exemple, pour la Centrafrique, quand on est rentré de Centrafrique, on part 3 jours dans un hôtel à Sali, où là, il y a des psychologues, il y a des gens qui sont là pour nous faire des séances de TOC. On est mis dans un cocon avant de revenir en France pour éviter le retour de passer de la brousse à la maison et de vouloir profiter de certaines choses autres que profiter de notre famille. Donc, pour éviter de rentrer et de... Pourquoi ? Parce que... Qu'il y ait une phase trop brutale, en fait, voilà, entre l'OPEX et la maison. Pour donner un exemple. Mais ça va faire sourire, mais c'est la réalité. Moi, par exemple, j'ai fait mes besoins dans un trou pendant 4 mois. Mon plaisir, quand je suis arrivé au SAS, c'était d'aller sur le toilette et d'y rester une demi-heure. Ah, ça fait rire, mais c'est pourtant la réalité. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes devant une télévision, vous allez aux toilettes tous les matins, vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est quelque chose que nous, quand on vous l'enlève 4 mois et qu'après on le retrouve, on le savoure. C'est ça aussi la vie de faire les OPEX, c'est de se rendre compte qu'on a de la chance quand même, nous, aujourd'hui, d'être en France et d'avoir tout ce qu'il faut autour de nous. Donc le SAS sert aussi à ça. Pourquoi ? Parce que j'ai connu, par exemple, le Liban, où il n'y avait pas encore ces SAS qui étaient mis en place, où on rentrait directement en famille. Et ben, cette histoire du toilette, à la place de rester avec madame et dire bonjour à madame, et ben, on va vite aux toilettes, mais on y reste une demi-heure. Ben, madame qui ne nous a pas vus pendant 4 mois, elle le prend un peu mal de voir son mari qui préfère aller aux toilettes.
Mais voilà, donc ça sert aussi à ça, et ça sert aussi, surtout et en premier temps, de repérer les gens qui ne vont pas bien. Et ensuite, on rentre en permission. Après, il y a un rendez-vous 90 jours après avec un psychologue. On passe devant et là, il se renseigne si tout va bien. Ça, c'est en rentrant d'OPEX. Et après, pour moi, il faut savoir que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est s'il faut le vouloir. Personne ne peut m'obliger d'aller dans les soins à Percy. C'est pas une obligation. Il y a personne. C'est de soi-même. Donc moi, c'est mon chef qui m'avait dit il faut que tu y ailles parce que tu vas tout foutre en l'air ta carrière. Donc j'y suis parti. Une fois arrivé là-bas, vous êtes pris en compte. Donc là, tout le monde vous prend en compte. Ça va d'une assistante sociale, d'un médecin, un psychiatre, un psychologue. Il y a des gens qui sont là pour faire de la motricité. Ça passe vraiment. Une diététicienne. Tout est mis en place pour vous faire souffler, quoi. Parce que je pense qu'on est au trop-plein. Et ensuite, moi, pour ma part, j'ai fait 4 mois à Percy. Après, je suis arrivé au CMA à Lille. J'ai été pris en charge par une équipe médicale, par un psychologue, un psychiatre qui, lui, ont eu mon dossier de Percy. Et ça, j'ai été suivi par 3 périodes de congé de blessé de 6 mois. Donc, il y a 2 choix. Il y a le choix de prendre des périodes de congé du blessé ou les choix d'être en arrêt maladie et de passer dans, en gros, une entité qui compte tous les blessés de l'armée de terre. Moi, j'ai choisi de prendre mes congés du blessé 3 fois 6 mois parce que j'étais sûr et je voulais retourner dans l'institution. Or, pour les gens dans les chocs post-trau, il faut savoir qu'il y a 10% seulement des gens, après avoir été reconnus blessés de guerre en choc post-traumatique, qui reprennent au sein de notre institution. Donc, c'est pour ces raisons, moi, j'étais persuadé de pouvoir reprendre. Donc, le congé du blessé est fait pour les gens qui pensent pouvoir reprendre à l'issue. C'était important pour vous de rester dans l'armée, justement ? Même au jour d'aujourd'hui, je ne quitterai pas l'institution, même si ça ne va pas, je ferai tout pour y rester. Pourquoi ? Je suis arrivé à l'âge de 19 ans, l'armée m'a tout donné. L'armée m'a donné à manger, mon permis de conduire, des frères d'armes. Et moi, j'y reste et j'y resterai parce que j'ai connu des gens qui auraient voulu y rester et qui ne peuvent pas y rester parce qu'ils ne sont plus là au jour d'aujourd'hui. On va maintenant attaquer la dernière partie de ce podcast. Et donc, bien évidemment, on va parler de l'ONAC VG. On continue sur les questions, Cécilia. Comment vous avez entendu parler de l'ONAC VG ? C'était après votre blessure ou avant ? C'était avant. Nous, en régiment, on appelait ça le titre de reconnaissance de la nation, qui était une demande à faire lorsqu'on rentrait d'une OPEX, qui avait le droit. Et les secrétariats de chez nous faisaient les demandes automatiquement. Et alors, quand t'es soldat, tu vois les autres qui ont plein de médailles. Moi qui rentrais du Liban, on était tous contents d'avoir une médaille. Alors, dans un premier temps, j'ai connu l'ONAC comme ça. C'est rigolo, mais c'est à partir de ce moment-là où on nous dit vous pouvez avoir le titre de reconnaissance de la nation et où on prend conscience de l'ONAC VG. Vous êtes membre de l'ONAC VG. C'était important pour vous d'avoir ce statut d'ancien combattant ? Oui, alors même si c'est dur de dire ancien combattant parce que j'y suis encore, mais oui, c'est important. Et d'autant plus pour moi, maintenant, l'ONAC m'a beaucoup accompagné. Post-soins, par exemple, ma petite aujourd'hui est pupille de la nation. Au vu de mon statut de blessé de guerre, l'ONAC, moi je n'étais pas au courant, c'est eux-mêmes qui m'ont dit que ma petite avait le droit à ce titre de pupille de la nation. Ensuite, moindre question, ils nous accueillent. Moi, je vois une assistante sociale car le parcours du blessé est assez compliqué au niveau administratif, où elle nous aide. On est pris en charge. Moi aussi, j'ai le droit, pour ma reconversion, à un agrément qu'on appelle ça 4139.3, qui est fait par l'ONAC VG, donc ils nous mettent en place pour avoir, c'est pas vraiment des emplois réservés, mais c'est pour avoir des postes au sein de la fonction publique. Même là, ma petite va aller faire un vol en ULM qui est mis en place avec l'ONAC VG. Non, c'est peu connu. Un peu connu. Ça devrait être plus connu et reconnu. Tu parlais à l'instant de ce statut de pupille. C'est quoi être pupille de la nation ? Alors les gens, et moi le premier, au début, je pensais que pupille de la nation, c'était pour les gens qui étaient morts au combat. Donc ça, je pense que pour le civil ou pour même beaucoup de militaires, il y a peu de gens qui savent ça, mais le statut de pupille de la nation, alors il y a des conditions bien particulières. On ne peut pas, bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir. Je vais prendre mon cas à moi. Moi, ma blessure, elle a été détectée par rapport à la Centrafrique en 2014 et ma petite est née moins d'une année après la Centrafrique. Donc on rentrait dans les critères pour lesquels on pouvait faire une demande de pupille de la nation. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai fait la demande de pupille de la nation.
La pupille de la nation, c'est différent de pupille de l'État. Pupille de la nation, l'État n'a pas de droit sur l'enfant. C'est les parents de leur vivant qui continuent à avoir toute l'autorité. Or, pupille de l'État, l'État prend les droits sur l'enfant. Donc, ma première réaction quand on m'a parlé de ça, c'est ma femme. Ma femme m'a dit « Ah non, 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 ma fille va être adoptée. Non, non, pas ça. » Parce que c'est vrai que ça peut... c'est peu connu, donc elle me dit « Oh non, non. » Donc, je me souviens même qu'on avait dû lui sortir le document de l'ONAC pour lui montrer, pour qu'elle puisse signer, parce qu'elle ne voulait pas à la base. Mais après, qu'est-ce que Pupille de la Nation? Qu'est-ce qu'amène Pupille de la Nation à ma petite? C'est des aides pour ses études, des étrennes, fin d'année. C'est un soutien. Je sais que si demain il m'arrive quelque chose, ou s'il arrive quelque chose à ma femme, ma fille ne dormira jamais dans la rue. Ça, c'est important pour moi. Moi qui a donné pour ma nation, où là, l'ONAC VG me le rend avec le Pupille de la Nation pour savoir que ma petite sera toujours entre de bonnes mains si elle a besoin. C'est important. Quels sont vos liens avec l'ONAC VG aujourd'hui? Je viens un peu de les citer. C'est les prises en charge, c'est un contact. Nous, en plus, on a la structure qui est juste à côté de notre entité, donc on se voit souvent. C'est un suivi. Oui, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est une aide. Ou alors, il y a 10 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais dit non, je pense... J'avais pas du tout ce ressenti, mais là, maintenant, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi à l'issue de mes soins, oui, c'est une aide. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Cécilia, merci de t'être prêtée au jeu de te retrouver derrière un micro. Je sais que c'est pas évident et pas du tout évident aussi, Mathieu. Oui. Merci beaucoup de ce témoignage, de s'être livré. C'est important, je pense aussi, pour que les gens puissent comprendre ce qu'est l'OPEX, ce qui peut arriver aussi derrière et les différentes blessures. Et en l'occurrence, dans ton cas, ce syndrome post-traumatique. Merci beaucoup de s'être livré là-dessus. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi une OPEX. On se retrouvera certainement dans une autre ville de France. Je vous laisse la surprise pour la prochaine fois. À très bientôt.